cette nouvelle vidéo de la série à la découverte du FinOps. Je suis Stanislas et je suis accompagné de Franck. Bonjour Franck. Bonjour Stanislas, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série La découverte du FinOps, où on parle aujourd'hui cycle de vie du FinOps. Le cycle de vie, je vous le rappelle, le FinOps est une démarche qui est assez proche finalement méthodologiquement d'une démarche DevOps. Donc c'est un cycle. Le FinOps, c'est 3 phases très importantes. La phase informé, qu'on traite dans une autre vidéo. Et aujourd'hui, on parle de optimiser. Et dans une autre vidéo, on parlera de la troisième phase qui est opérer. Dans la partie phase optimisée, Stanislas, l'idée, c'est d'identifier tous les leviers d'optimisation. Et alors, dans une autre vidéo, on parlait du coût, le spend, qui est égal à usage by rate. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler sur ces 2 axes, l'usage et le coût unitaire, on va dire, de son usage. Et pour ça, on a quand même quelques axes intéressants. Stanislas, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, avant de rentrer sur les deux axes, juste préciser que cette phase-là d'optimisation, elle supporte les grands principes du FinOps, au moins 3 des principes du FinOps, à savoir qu'effectivement, le business, la valeur business va driver les décisions concernant le cloud et donc concernant les coûts associés derrière. Qu'effectivement, dans les principes du FinOps, qui est une autre vidéo, on explique qu'une équipe centralisée va driver le FinOps pour l'organisation et que le but de tout ça, dans les principes également, c'est de prendre avantage du modèle variable en termes de coût du cloud. Donc, comme tu l'as dit, on va travailler sur 2 axes. D'un côté, réduire les coûts, ou on va dire alors réduire ou plutôt les optimiser pour être plus précis, c'est-à-dire éviter le gâchis, des choses comme ça. Et ensuite, optimiser les coûts. Donc c'est vraiment 2 vecteurs d'achat, d'ailleurs, qui au passage ne seront pas faits par les mêmes équipes, Franck. Effectivement, il y a quand même cette notion dans la partie FinOps d'une équipe centralisée qu'on appelle FinOps Team et décentralisée avec un certain nombre d'autres personas qui sont des acteurs avec lesquels la FinOps Team travaille directement. Et tu as raison de parler de cost avoidance, donc de limiter le gâchis, parce que finalement, ce qu'on paye dans la facture, c'est ce qu'on utilise réellement et ce qu'on gâche. Et donc ça, c'est un point très important à travailler. Alors précisons que cette phase d'optimisation ici, dans cette phase d'optimisation, l'équipe FinOps associée avec les autres équipes autour, les autres personas, va travailler effectivement à identifier tout ce qu'elle peut faire pour améliorer. Mais ce n'est pas une phase d'opération. C'est pour ça qu'on a une troisième phase qui sera l'opération. Là, on est vraiment dans le travail de l'analyse. Je crois qu'on écoute ton trackpad, Franck. On est sur vraiment l'analyse de tout ce qu'on peut faire pour améliorer, entre guillemets, les dépenses et vraiment éviter les coûts. Alors, première chose pour éviter les coûts, en gros, c'est de réduire ou de carrément supprimer idéalement le gâchis. Alors, le gâchis, c'est quoi? Le gâchis, c'est tout ce qu'on paye et qui n'est pas utilisé. Par exemple, une machine virtuelle qui aurait été démarrée pour faire un test, elle n'a pas été arrêtée. Eh bien oui, on paye à l'usage, donc tant qu'elle n'est pas décommissionnée et qu'elle tourne, eh bien, elle est facturée. Donc ça, à la fin, on se dit, mince, si je l'avais arrêtée, ça ne m'aurait pas coûté de l'argent. Donc ça, typiquement, c'est du gâchis, c'est du waste. Un autre exemple, un serveur de backup qui sert à backuper rien du tout. Voilà, ça, il faut pouvoir l'éviter parce que un Azure Backup avec un Vault où globalement on va sauvegarder de la data qui n'a pas d'intérêt ou qui a un deuxième système de backup à côté, faites un choix. Oui, Essayez de rationaliser l'approche. c'est comme avoir un serveur de backup sur lequel tout le stockage serait fait sur du SSD. On est en 2022, heureusement, ça n'arrive jamais, mais ce serait, par exemple, ce serait un beau gâchis. Voilà. Donc c'est des choses qu'on ne devrait pas voir. Mais néanmoins, ça peut arriver, parce que l'erreur est humaine et les gens apprennent également de leurs erreurs. Et pour éviter les coûts également, il est intéressant de détecter les anomalies. Alors, si on parle de la réduction des coûts, ce qui est assez intéressant, c'est que dans la FinOps Foundation, vous avez quelques exemples qui peuvent vous donner des idées. Alors, vous voyez, en fonction de vos fournisseurs cloud préférés, on va vous dire, tu peux regarder ça, ça, ça ou ça. Alors, nous, on connaît un peu mieux la partie Azure, donc on va illustrer avec Azure, mais ça marche avec les autres également. Mais quand vous cliquez ici, vous allez avoir un filtrage par rapport aux choses sur Azure.
Et ensuite, on vous donne ici un gain potentiel, parce qu'on sait que c'est, là encore, par expérience, la FinOps Foundation et les gens qui ont écrit sur l'article savent que souvent, les premiers éléments de gâchis sont souvent les machines virtuelles qui tournent ou le stockage mal géré. Donc on va prendre ici Azure. Et là, effectivement, vous allez avoir différentes choses qui vous permettent, en gros, de limiter les coûts et de réduire le gâchis. Donc, avec derrière plus ou moins d'économies potentielles. Alors, vous voyez que si on réduit les économies potentielles, eh bien, on vous dirait, voilà, là, on retrouve des choses comme des bases de données managées. On vous dit, là, vous pouvez changer vos licences contre centre de SOS, enfin, économiser jusqu'à 30%. Et puis là, on vous dit, les ressources qui ne tournent pas sur des nœuds, on peut utiliser des daemon sets, on peut redistribuer les pods, on peut réduire le nombre de nœuds. Donc là, il y a pas mal de choses. C'est intéressant de le lire. C'est pas exhaustif, mais en tout cas, ça donne déjà des idées derrière. Et puis, la détection des anomalies, c'est quoi? C'est avant tout, en gros, être capable de se dire, mais là, je suis peut-être en train de dériver par rapport à mon usage normal. D'où l'intérêt, effectivement, de comprendre déjà sa structure de coût. Donc, c'est pour ça que généralement on dit que la première phase, c'est la phase informée, dans la première étape du début d'une démarche FinOps. Et ensuite, effectivement, d'avoir des benchmarking et de savoir, en gros, de s'évaluer par rapport aux autres, permet de savoir si on est en train de déconner ou pas. Et un point méga important, Franck, c'est probablement celui-ci, qu'on sous-estime jamais, enfin qu'on sous-estime souvent, pardon. C'est effectivement la prise de décision en temps réel. Et donc, c'est l'intérêt après d'avoir de l'outillage qui est capable de vous dire, attention, là, vous êtes en train de dériver, ou la facture a dépassé le budget. Se référer la vidéo sur la phase informée où on parlait de budget derrière et de forecasting. Et donc, quand on va déclencher une alerte derrière, ou une alerte quelque chose, il faut qu'il y ait un processus derrière qui après va permettre de prendre des décisions. C'est-à-dire que si on vous remonte juste une alerte en disant, tu as cramé déjà une grosse partie du budget alors qu'on est en début de mois, si on regarde, on se dit, ah mince, c'est qu'on fait rien, c'est mort, quoi. Et donc, du coup, si on a dépassé en quelques jours le budget du mois, ça veut dire que soit le budget du mois était mal estimé, soit qu'il y a un problème, et donc c'est une anomalie, et il faut la gérer. Franck, tu Et veux il faut peut-être la gérer très très vite, en fait. une petite Parce illustration? que, une illustration assez simple, on a parlé dans une autre vidéo sur la partie informée de la notion de budget. Cette notion de budget peut être effectivement sur une durée. On peut se donner un budget mensuel, on peut se donner un budget annuel, on peut se donner un budget journalier. Et plus ça se rapproche de la réalité, et plus vous pourrez détecter vos anomalies au plus tôt. Attendre la fin du mois pour détecter effectivement une anomalie qui a eu lieu le premier jour et avec une dérive, eh bien, vous pouvez avoir une surprise à la fin du mois au niveau de la facture. Il ne faut pas attendre de recevoir sa facture pour dire, moi, je suis surpris par ce que j'ai à payer. Voilà. Exactement. Et ça arrive. Non, mais ça arrive souvent. Ouais, c'est arrivé, alors chez plusieurs clients, ça nous arrive également à nous, parce qu'on a fait également des erreurs dans nos propres abonnements. Moi, ça m'est arrivé de provisionner un environnement un vendredi et d'oublier de le décommissionner. Sauf que l'environnement était un environnement qui pouvait coûter assez cher. Et en fait, j'ai vu mes alertes sur un message électronique que le lundi, parce que je n'avais pas regardé mes emails le week-end. Et donc, du coup, effectivement, ma facture a pris un choc. Alors qu'en fait, l'alerte avait bien été déclenchée, mais le processus derrière, qui était de lire le mail, je ne l'ai pas fait le week-end, n'était pas bon. Ça s'améliore après ce genre de choses pour éviter les coûts. Du coup, la fois d'après, on se dit sur les mécanismes d'alerting, on ne fait pas que de l'email, mais on fait du SMS également, ce qui donne deux véhicules ou deux personnes derrière qui peuvent réagir plus vite. L'action rapide, quasi temps réel, est vraiment importante pour éviter ça. On a déjà vu des clients qui ont cramé leur budget du mois en une journée. Pour plein de raisons derrière, une erreur de manipulation, un abonnement, ou des credentials qui ont été corrompus et donc une utilisation malveillante de leurs ressources pour faire d'autres choses. Je veux dire, c'est tout à fait des choses qui arrivent de plus en plus quand on ne fait pas attention effectivement aux clés du temple. C'est-à-dire que dès qu'on ne sécurise pas très bien les credentials ou les comptes de services associés, s'ils sont leakés ou s'ils sont utilisés par d'autres, c'est une porte d'entrée qui permet d'ailleurs de déclencher finalement des opérations et qui veulent coûter l'argent. Et ça n'arrive pas qu'aux autres. Non, ça n'arrive pas. C'est surtout que
il vaut mieux prévenir. Mettre un budget, c'est gratuit. Activer du MFA, donc du Multi-Factor Authentication sur la partie Azure AD pour les comptes d'admin, c'est gratuit. Mmh. Tout ça, il y a pas d'excuse. Voilà. Et recevoir sa facture à la fin du mois et dire: «Ah, tiens, j'ai cramé le budget de l'année en un mois», ben, c'est pas une excuse non plus. Exactement. Là, pour le coup, si vous avez un problème, c'est de votre faute la plupart du temps. C'est parce que vous n'avez pas mis en place les garde-fous, permettant de contrôler les coûts, ou pas mis en place de mécanismes, quasi temps réel de surveillance de tout ça. La facture, quand on fait du FinOps, on ne regarde pas la facture à la fin du mois quand elle arrive dans la boîte aux lettres. Voilà. Ça, c'est ça qu'il faut retenir, finalement de tout ça. Sachant que la détection d'anomalies, il y a également des mécanismes qui existent. Alors nous, on illustre effectivement avec Azure parce qu'on est chez Microsoft, mais si on prend par exemple le cas de Cost Management, il existe et c'est assez récent, parce que vous voyez que la vidéo est enregistrée en février et là ça a été publié le 22 février, que, par exemple, on a des mécanismes qui vont vous permettre directement, dans l'interface, de vous remonter des informations en disant: «Par rapport à tes usages précédents, on s'aperçoit que, en fait, tu as des anomalies, dans tes factures». Donc ça peut être, un coût qui a, baissé, fortement. Alors qui ça aussi c'est une anomalie. Si un coût baisse fortement, c'est peut-être qu'il y a eu un problème sur le système ou que des gens, sont en train de détruire des ressources ou les décommissionner. Et à l'inverse, effectivement, si tout d'un coup on s'aperçoit que, tout d'un coup, les coûts, ont augmenté, je sais pas, de 200 par rapport aux 60 jours, précédents, là encore, il faut se poser des questions. Est-ce que c'est normal parce qu'on a fait une campagne publicitaire et qu'on a un nouveau service qui est réalisé? Ou est-ce qu'il y a des gens qui sont en train de faire n'importe quoi, ou qui font des erreurs sur la plateforme? Voilà. Donc ça, c'est des choses, vous voyez, alors là, c'est très packagé, du coup, on n'a pas à se poser la question, mais on peut également faire ses propres systèmes, hein. L'exemple tout à l'heure de Chevron était un bel exemple où ils analysaient eux-mêmes les données et à partir de là, ils généraient ou pas leurs alertes, et leurs analyses. Donc là, on a parlé de la partie vraiment éviter les coûts, donc en gros, éviter de payer des choses, dont on n'a pas besoin. Le deuxième axe, Franck? Et ben, le deuxième axe, puisque maintenant on va éviter le gâchis, on va essayer justement d'optimiser les coûts, hein. Donc on va essayer d'optimiser vraiment le prix payé sur son usage. On a évité le gâchis, on s'assure que on utilise vraiment ce dont on a besoin. Maintenant, on va essayer de discuter au niveau des prix. Et là, au niveau des prix, il y a quand même un certain nombre d'actions et l'un des plus connus est de la réservation de ressources. Ça, c'est un point qui peut être vraiment fait, où tout d'un coup, on se dit je vais réserver une ressource. Et je parle bien de ressources parce que initialement, ça avait été sur de la réservation dite de machines virtuelles. Maintenant, on réserve à peu près tout en fonction du volume dont on va avoir Mmh. besoin. On va réserver du stockage, on va réserver de l'usage de bases de données, etc., etc. Et alors, si on regardait l'exemple des réservations sur Azure, on verrait que là, il y a énormément d'éléments réservables. Hein, Ouais. c'est vraiment pas limité à juste une machine virtuelle. Je crois qu'on a une liste, là, c'est par exemple dans le cadre d'Azure, vous voyez, on peut réserver, comme tu l'as dit, hein, des machines virtuelles, du stockage, des services de base de données managés, des services d'analyse de données, de traitement de données. Enfin, la liste est assez longue, en fait, on peut même aller jusqu'à des licences logicielles, hein, qui sont achetées, réservées pour un certain temps. Je sais pas si vous avez des serveurs SAP, par exemple, il y a des grandes chances que ça tourne sur du SUSE Linux, enfin 90 de chances que ce soit le cas. Là encore, bah, du coup, si on a réservé, par exemple, une machine virtuelle, on va souvent réserver l'OS qui est associé derrière, sur la même durée, et cetera. Voilà. Donc ça, c'est important. Donc là, c'est une illustration dans le cadre d'Azure. Et c'est vrai que la réservation est un engagement. On va s'engager sur la durée. Donc c'est une stratégie qu'on va définir ou pas dans l'optimisation en disant, bah, là, par exemple, j'ai des machines qui tournent 24/7, et je sais qu'elles vont rester à tourner 24/7, c'est la production. Il n'y a aucune raison de ne pas mettre en place de réservation. Mais ça fait partie effectivement de l'optimisation de penser ça. Et un exemple que je trouve très intéressant, qui est d'une histoire qui est sur le site web de la FinOps Foundation, qui s'appelle donc la peur de s'engager, et la douleur en fait à attendre. J'aime beaucoup cet exemple parce qu'en fait ils expliquent que bah, celui qui l'a écrit, il a anonymisé le client, mais il dit voilà, j'ai travaillé pour un retailer en UK, en Angleterre, qui avait des millions de dépenses cloud tous les mois, voilà, millions of dollars par mois, et il avait aucune réservation. Alors on se dit bah non, mais c'est pas possible, parce que
quel que soit le cloud sur lequel on est, en général, on fait du compute, on a au moins des machines virtuelles qu'on peut optimiser, et qu'on peut réserver. Et en fait, il explique dans l'article, il explique que ouais, les gens avaient peur de s'engager et puis que dans leur mindset, dans leur état d'esprit, ils n'étaient pas encore, prêts à se mettre là-dedans, sachant qu'effectivement, il y avait la notion d'upfront payment, parce qu'on paye à l'avance en général et on amortit après. Du coup, ça ressemblait à du capex. Euh, et en fait, ça leur allait pas. Et en fait, voilà, ils avaient peur de s'engager. Et le plus triste là-dedans, c'est qu'ils savaient en fait qu'ils perdaient de l'argent. Mais personne en fait arrivait encore à mettre en place la mécanique pour dire et valider le process, de dire ok, on va faire de la réservation parce qu'on sait que c'est mieux. Ok, on s'engage, mais ce n'est pas grave parce que de toute façon, on va y gagner. J'encourage d'ailleurs à regarder la vidéo sur les réservations qu'on a mis sur cette playlist. Elle vous explique qu'en fait, réserver est un choix qui devrait être juste de base en fait. Au passage, on estime, et si on va sur d'ailleurs data.finops.org, j'en profite parce que je me rappelle, que si on regarde les réservations, alors il faut que je retrouve où est-ce que c'est, réservation, voilà. Au niveau de la Finops Foundation, ils estiment en fait effectivement que on est dans l'étape de ramper, donc de base en termes de maturité, quand déjà on a 60% de couverture de ces réserves instances, de ces computes avec des réserves instances, 60%. Alors, je pense que même nous, Franck, on voit aujourd'hui que beaucoup de nos clients encore sont pas dans ce mode-là à utiliser massivement la réservation, qui en fait n'est pas si engageante que ça, et économiquement c'est juste valable de le faire. Et la réservation c'est valable chez tous les fournisseurs, hein, enfin au moins les 3 hyperscalers dont on parle, ou dont la Finops Foundation s'appuie pour ces exemples. Faites des réservations. Voilà. Oui, faites des réservations, n'ayez pas peur de vous engager. L'engagement n'est pas si dur, dans le sens où ce qu'on voyait comme une sorte de capex avec un engagement upfront, imaginez, vous achetez finalement une réservation pour 3 ans et vous la payez upfront, c'est vrai que la marge peut être haute et ça peut franchement vous griller votre budget. Maintenant, c'est splitté souvent par mois, donc tout d'un coup, vous payez par mois votre réservation. Ben oui, ok. C'est un coût Et fixe. c'est un coût fixe, et bon, ça, on retombe vraiment sur une approche plus OPEX. Et derrière, rien ne vous empêche de transformer ces réservations en autres éléments parce que vos réservations évoluent dans le temps. Hein, au même titre que votre système d'information évolue, vos réservations évoluent. Il faut les suivre, il faut s'assurer d'y aller, et vous ne pourrez que y gagner. Dernière chose, pour terminer cette vidéo, ne pas hésiter à comparer les prix et l'endroit où les workloads vont tourner. Les prix ne sont pas les mêmes en fonction des régions, quels que soient les fournisseurs de cloud, c'est valable parce qu'en général, chaque fournisseur réapplique les coûts locaux dans des ressources opérées dans ses data centers, et les coûts locaux vont tenir compte de l'immobilier, des taxes, du coût de la main-d'œuvre, du coût de l'énergie, de l'électricité, du coût de la terre, parce que l'immobilier effectivement coûte plus ou moins cher en fonction des zones. Et donc parfois, il faut se dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de mettre par exemple mon environnement de dev and test, je ne sais pas moi, à Tokyo ou à Singapour, qui sont des zones assez chères pour des raisons de coût de la vie et d'immobilier, versus mettre ses ressources par exemple aux États-Unis, où il y a beaucoup d'espace, où les taxes sont un peu moins importantes et où globalement ça coûte moins cher. Donc ça, c'est une stratégie également qu'il faut avoir. Il faut comparer les prix. Le prix de la même ressource n'est pas le même en fonction de l'endroit où elle sera instanciée. Et donc ça, c'est une chose qu'on doit retenir. On termine donc cette vidéo. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne ou à suivre la playlist FinOps qu'on a fait avec Franck, parce qu'effectivement, il y a les autres phases du FinOps, à savoir la phase informée et la phase opérée, que nous avons fait sur ce même modèle. Franck, le mot de la fin? Eh bien, une fois que je me suis bien informé, une fois que je sais bien identifier des axes d'amélioration, maintenant je peux opérer. Hein, et donc, on va parler de la 3e phase dans une 3e vidéo. Exactement. Et juste avant d'opérer, si on est dans une organisation un peu complexe, eh bien, il ne faut pas hésiter à monter un business case dans cette phase-là qui est la phase effectivement d'optimisation. Le business case étant monté en général entre la finance et la tech pour dire, OK, on va faire ça, est-ce qu'on va l'accepter? Et si on l'accepte, effectivement, on le fera dans la partie numéro 3, qui est la phase opérée, dans une prochaine vidéo. À tout à l'heure.